2,30 m. C'est tout ce qui sépare un homme de l'oubli. La chute de la lame est brève, brutale. Tout le monde l'ignore encore, mais ce matin-là, la guillotine tranche bien plus qu'une vie. Elle met fin à une époque. À défaut de retenir son nom, l'histoire retiendra la date, le 10 septembre 1977. Hamida Djandoubi avance, le visage fermé. Sa prothèse bat la mesure d'un trajet sans retour. Le bois résonne sur le sol, un écho lugubre. Aucune larme, aucune supplication. Il marche, raide, presque mécanique. Les présents, témoins involontaires de cette scène, détournent parfois le regard. Cet homme n'inspire ni compassion ni pitié. Proxénétisme, viol, torture, meurtre. Ni le métal froid, ni l'aube timide ne fléchissent la justice. Pour ces faits, il est le dernier homme à sentir sur sa nuque la morsure du couperet en Europe. Mais avant cet épilogue brutal, il y a une histoire à raconter. Bonjour, je suis Florent Houllier, et vous écoutez Crime, Histoire Vraie. La dernière exécution française, Hamida Djandoubi et les victimes oubliées. Première partie. Hamida Djandoubi naît le 22 septembre 1949 à Tunis, au sein d'une famille modeste de 8 enfants dont il est l'aîné. Il grandit sous l'autorité stricte d'un oncle, dans une maison où les rêves se taisent. Les journées s'étirent, rythmées par la dureté de la vie quotidienne. Hamida, lui, aspire à autre chose. Il observe l'horizon, loin, de l'autre côté de la mer. À 19 ans, il embarque pour Marseille. Dans ses bagages, quelques billets et l'envie fébrile de construire un avenir. Mais la cité phocéenne n'est pas l'Eldorado qu'il attendait. En 1968, la France bouillonne. Le souffle de mai envahit les rues. Le jeune homme renonce rapidement à ses rêves d'études. De petits boulots en petits espoirs, il devient ouvrier agricole, puis manutentionnaire. Il essaie Paris, mais c'est toujours Marseille qui l'appelle. Cette ville qui, malgré ses désillusions, garde pour lui une étrange saveur. Un jour d'octobre 1971, la routine se brise. C'est un accident terrible. Sur son lieu de travail, un motoculteur dérape. Sa jambe droite est happée, broyée. Hamida est transporté d'urgence à l'hôpital de la Conception. L'amputation s'impose. Les chirurgiens coupent au-dessus du genou. Il perd bien plus qu'un membre ce jour-là. À seulement 22 ans, sa vie vient de basculer. Dans cette chambre, pourtant, une rencontre éclaire brièvement son quotidien. Elisabeth Bousquet. Elle n'a que 18 ans, venue rendre visite à son père installé dans le lit voisin. Une complicité naît, doucement, au milieu de la douleur. Leur histoire commence sur cette ligne fragile entre le désespoir et l'envie de vivre. Mais après des mois de convalescence, Hamida n'est plus le même. Il porte désormais une prothèse pour remplacer sa jambe disparue. La douleur, elle, ne disparaît jamais vraiment. Une douleur fantôme, insidieuse, omniprésente. Les médicaments s'accumulent, l'alcool devient une habitude. Le charmeur qu'il était disparaît, une ombre s'installe en lui. Plus tard, il avouera, c'est depuis ce jour-là que par moments, je me rends compte que je ne suis pas normal. J'en ai voulu à tout le monde, et en particulier aux femmes. Elisabeth devient la cible de ses colères. Les disputes éclatent, les insultes s'enchaînent, les violences se multiplient. Pour Hamida, blessé dans sa virilité, le proxénétisme devient une nouvelle source de contrôle. Puis vient la nuit où tout dérape, mai 1973. Il force Elisabeth à se prostituer. 8 hommes, 8 clients. Elle finit par fuir, terrifiée, et porte plainte. Mais la justice, aveugle ou indifférente, ne bouge pas. L'affaire est classée sans suite, et Elisabeth est laissée seule face à son bourreau. Pour la jeune femme, le cauchemar se poursuit. Elle reste à Marseille, incapable de quitter la ville de son enfance, mais le poids de ce qu'elle a vécu l'écrase. Son père, son ancre, ne peut la sauver. Elle sombre dans une profonde dépression, malgré plusieurs hospitalisations. Hamida, lui, rumine. Il promet qu'il se vengera. Quelques semaines plus tard, il rencontre Amaria, une adolescente de 16 ans, frêle, naïve. Il la charme, l'envoûte, puis la servit.
Très vite, elle rejoint les rangs de ses victimes. Mais Amaria ne suffit pas. Amida veut plus. Il croise Annie, une autre jeune fille, tout juste 17 ans, et l'intègre à son étrange ménage. Les deux adolescentes deviennent ses prisonnières, piégées par la peur et la violence. La prostitution rapporte beaucoup, et Amida Djandoubi s'offre une vie dans une maison cossue du 6e arrondissement de Marseille. Elle est ironiquement baptisée Villa Paradis. Derrière ses murs, c'est l'enfer. La violence sadique est quotidienne. Un soir, Annie tente de s'échapper. Elle échoue. La punition est d'une cruauté indicible. Des tortures physiques et psychologiques redoublées, infligées sous les yeux d'Amaria trop terrorisée pour intervenir. Les cris d'Annie se perdent dans la nuit. La voisine, à quelques mètres seulement, entend-elle quelque chose? Plus tard, elle jurera n'avoir rien su. Aurait-elle pu agir, stopper Amida avant qu'il ne commette l'irréparable? Les réponses restent floues, étouffées par le silence. En à peine un an, Djandoubi a fait du chemin. Il parade dans des vêtements de marque soigneusement choisis, les chaussures bien cirées, si brillantes qu'elles semblent refléter une ambition retrouvée. Entouré de quelques figures du milieu marseillais, il a appris leur code, et surtout leur capacité à nourrir une rancune froide et tenace. Il a gravi les échelons de l'ombre, se façonnant une réputation à la fois discrète et menaçante. Lorsque, par un caprice du hasard ou un coup du destin, il croise Elisabeth dans une rue animée de Marseille, quelque chose s'allume dans son regard. Ce n'est pas seulement de la surprise, mais une forme de satisfaction sombre. Il sait que le hasard vient de lui offrir l'occasion qu'il attendait. Il la tient enfin, cette revanche qu'il rumine depuis trop longtemps. Comment a-t-elle pu se laisser entraîner? Un résidu d'emprise? Peut-être a-t-elle voulu croire à une rédemption improbable. Peut-être ses vêtements luxueux et son assurance ont-ils masqué la noirceur qu'elle aurait dû reconnaître. Ou peut-être était-ce tout simplement la peur, ce mécanisme insidieux qui réduit à néant toute résistance. Toujours est-il que ce 3 juillet 1974, sous un soleil plombant, elle accepte son invitation à le suivre dans la Villa Paradis, sans savoir qu'elle vit ses dernières heures. Les murs blancs de la bâtisse, pourtant cossus, dégagent une froideur écrasante, comme si les pierres avaient absorbé le poids des actes passés. À leur arrivée, Amida la présente brièvement à ses deux compagnes, Annie et Amaria. Les adolescentes, presque encore des enfants, semblent à la fois fascinées et effrayées par l'homme qui domine leur quotidien. Ces jeunes filles ne poseront pas de questions. Elles n'ont pas à comprendre, seulement à obéir. Tout bascule rapidement. Les premières minutes restent floues, comme si le temps lui-même avait suspendu son souffle. Elisabeth, nue, recroquevillée sur sa chaise au centre de la pièce, porte encore sur son visage une trace d'incrédulité mêlée d'effroi. Ce qu'elle pensait être une réconciliation possible se transformait en un cauchemar éveillé. Amida, lui, est calme, presque méthodique. À ses yeux, cette journée est la conclusion d'une histoire qu'il a réécrite à sa manière. Celle d'un homme trahi, devenu bourreau. Annie et Amaria, quant à elles, sont installées sur un lit, immobiles, spectatrices silencieuses et impuissantes. Face à cette scène, Amida semble renaître. Son visage se durcit, son regard brille d'une excitation malsaine. Le moment du règlement de compte est arrivé, et il savoure déjà sa position de maître tout-puissant, prêt à infliger à Elisabeth tout ce qu'il a contenu en lui depuis un an. Une vengeance calculée, froide, où chaque acte sera une nouvelle étape dans sa soif de domination et d'humiliation. La ceinture claque pour la première fois, puis une deuxième. Le bâton s'abat sur son dos, sur ses jambes, partout où la peau est tendre et vulnérable. Elisabeth lutte, se tord de douleur, mais cela ne fait qu'alimenter l'excitation d'Amida. L'apogée de sa brutalité arrive lorsqu'il dégrave son pantalon. Il ne laisse aucun répit à sa victime dont les hurlements résonnent. L'agonie de la malheureuse dure plus de 3 heures, pendant lesquelles chaque geste est plus cruel que le précédent. Son tortionnaire jubile, la souffrance, la domination, le pouvoir absolu qu'il exerce sur le corps brisé d'Elisabeth, tout cela semble le nourrir. Dans la soirée, Amida décide d'en finir. Il demande à Elisabeth de choisir entre une mort immédiate par arme à feu ou la prolongation de sa vie en échange de nouvelles tortures. Ses lèvres murmurent une supplication à peine audible. « Achevez-moi. » Annie et Amaria aident Amida à l'installer dans la voiture. Ils se dirigent tous les quatre à Alençon de Provence, à une 40aine de kilomètres de Marseille.
Sur le trajet, Elisabeth sombre dans l'inconscience. Elle est transportée dans la campagne jusque dans un cabanon de pierre. La dizaine de mètres carrés a été plantée au milieu des oliviers comme abri de nuit pour les travailleurs des champs au XIXe siècle. En journée, lorsqu'on lève les yeux vers l'horizon sous le chant des cigales, on aperçoit au loin les eaux bleues de l'étang de Berre. Le cadre est idyllique, typique des paysages du Sud. En 1974, l'endroit est toujours un abri. Mais il est utilisé la nuit par les prostituées que fait travailler Amida. Annie et Amaria sont là ce soir, mais elles ne travaillent pas. Elles observent, assistent. Le corps nu d'Elisabeth est déposé sur le sol. Annie ressort. Amaria passe un foulard autour du cou d'Elisabeth et quitte le cabanon à son tour. Amida serre. Il serre plusieurs minutes, sans que la jeune femme ne lui oppose la moindre résistance. Ses souffrances ont pris fin avec son dernier souffle. Quelques jours plus tard, un article anodin paraît dans le journal local à la rubrique Faits divers. Le cadavre d'une jeune femme paraissant âgée d'environ 24 ans a été découvert dimanche en fin de matinée dans un cabanon situé en bordure de la route nationale, non loin du hameau de Lançon, près de Salon-de-Provence. La mort semble remonter à 48 heures. Son identification n'est pas encore possible. Les enquêteurs naviguent dans le brouillard. Sans l'identité d'Elisabeth, ils n'ont aucune piste valable. Pendant ce temps, Amida retrouve Marseille et sa villa paradis. Mais le crime atroce qu'il a commis n'a fait qu'accroître sa cruauté. Le 28 juillet, Amida Djandoubi recueille une adolescente en fugue âgée de 15 ans, Ouria. Elle est la deuxième fille d'un couple qui n'en voulait qu'une. Abandonnée, elle est rapidement placée en foyer avec tout ce que ça a de brutal et choisit de fuir. Elle a 15 ans et décide de se rendre à l'adresse de ses parents. Partie vers 11 heures du matin de la zone industrielle d'Aubagne, elle parcourt 20 km en faisant du stop. Pour être sûre de trouver son chemin, Ouria emprunte l'autoroute, à pied. Lancée à 130 km/h, évidemment, aucune voiture ne s'arrête. L'adolescente atteint Marseille aux alentours de 17 heures. Là, elle resquille le bus et arrive enfin devant la porte qui s'est refermée devant elle voici 14 ans, la laissant sur le pavé. Ouria tambourine sur le bois. Elle martèle la porte d'autant de coups qu'elle a pu en recevoir pendant des années de foyer. Elle appelle, elle crie, elle attend. Elle se relève, reprend ses coups sur la porte, désespérément close, jusqu'à ce qu'une voisine sorte et lui explique que ses parents sont repartis en Algérie. Une fois de plus, Ouria est seule, abandonnée. Les jambes sciées par la marche et la déception, elle s'effondre dans les escaliers. Elle n'a pas de contact, pas de solution, plus d'espoir. Mais elle est une survivante. Après plus d'une heure d'apitoiement sur elle-même, elle se redresse et part réfléchir sur la cannebière. Ouria se pose sur un banc, face à la mer. Je ne sais pas quoi faire. Je me demande si je dois aller à la police. Je n'ai pas d'argent. Et c'est là que je vois arriver deux filles qui s'assoient à côté de moi. Elles me demandent d'où je viens. Et puis je parle de ce qui m'arrive. Ouria est en pantalon. Elle a transpiré toute la journée. Elle est fatiguée. Elle a faim. Ses cheveux longs lâchés sont en bataille. L'adolescente est dans une détresse évidente. Annie et Amaria s'entre-regardent et lui font une proposition. Si tu veux, tu peux venir chez nous. Tu pourras prendre une douche, manger quelque chose et après, tu verras ce que tu fais. Ouria accepte. Celui que les deux jeunes filles désignent comme leur cousin arrive. Insouciante, la jeune femme n'imagine pas qu'on puisse lui vouloir du mal. Elle monte dans la voiture et se laisse conduire jusqu'à la villa Paradis. Djandoubi lui propose de se laver. Quand elle a terminé, elle réclame ses vêtements. Mais son hôte les lui refuse et lui tend un peignoir de bain blanc. Ouria s'exécute. Plongeant dans son regard, elle comprend qu'il n'est pas un homme à contrarier. Pendant sa douche, Amida Djandoubi a fait chauffer une soupe. Ouria s'assied à table avec eux et commence à manger. La soupe est vraiment très épicée. J'ai du mal à l'avaler. Au bout de 4 ou 5 cuillères, je n'en peux plus. Je lui dis, je ne peux pas manger la soupe, elle est trop piquante. Je ne peux pas, ça me brûle. Là, il me dit de finir l'assiette. Ouria proteste, en vain. Il insiste et son regard noircit encore. Quand je vois son air menaçant, ça fait tilt dans ma tête. Je suis abasourdi. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Cela commence comme ça.
Après le repas, elle se couche dans un des lits et passe une première nuit tranquille, puis une deuxième. C'est le troisième jour que commencent les abus, les coups, les brûlures. Houria est sous le choc de ce qui lui arrive. Son cerveau la protège d'une violence qu'elle ne peut concevoir. Elle reste stoïque, ne crie pas, ne se débat pas. Le tout sous les yeux des deux autres jeunes filles qui laissent faire en observant. Tant qu'il s'en prend à Houria, elle se savait épargnée. Et moins d'un mois auparavant, il a tué celle qui lui avait résisté. Houria est consciente que personne ne la cherche, personne ne l'attend, personne ne la sauvera. La seule voisine de palier est rarement chez elle. En 3 semaines, Hamida n'a pas quitté l'appartement une seule fois. Un jour, pourtant, il propose aux 3 jeunes filles de les emmener boire un verre au bord de l'eau. Tous les 4 s'installent naturellement sur une terrasse de café près des rochers, et Hamida s'éloigne pour commander à boire sans leur demander ce qu'elles veulent. Là, l'adolescente imagine qu'elle tient peut-être une chance de s'échapper. Crier, partir en courant. Le temps que je me lève, il va arriver. Les idées fusent dans sa tête. S'il la rattrape et la ramène, ce sera pire encore une fois rentrée. Il lui a raconté le meurtre, les sévices, elle en a eu un avant-goût. Chaque solution s'offrant à elle est écartée par sa peur. Puis très vite, il est trop tard, John Dubie est revenu. Autour d'eux, des couples, des familles heureuses en vacances, qui profitent de la vie et du soleil d'août sans se douter de rien. Houria, paralysée sur sa chaise, vient de laisser s'échapper l'unique chance qu'elle a eue jusqu'ici de se libérer. La jeune femme n'est pas seulement séquestrée physiquement, John Dubie est parvenu à grillager son esprit. En quittant le bar, la voiture emprunte la corniche et passe devant un foyer de travailleurs Sonacotra. John Dubie annonce alors à Houria que lorsqu'elle sera formée, elle viendra travailler là. Cela signifie qu'il compte l'obliger à avoir des relations tarifées avec les hommes du foyer, à faire le tapin, comme elle le dira des années plus tard. Quelques jours s'écoulent, et puis le 9 août 1974, Hamida sort avec Annie, laissant Houria seule avec Amaria dans l'appartement, la porte non verrouillée. Évidemment, il n'a pas dit quand il rentrerait ni pourquoi il sortait. Il pourrait débarquer d'une seconde à l'autre, et si c'était un test? Plus d'1 heure s'écoule, il ne revient pas. L'idée d'une possible issue commence à germer dans l'esprit d'Houria. Le besoin de liberté l'emporte enfin sur la peur, une impulsion. « Tu fais ce que tu veux, moi je m'en vais », annonce-t-elle à Amaria. « Fais pas ça, il va revenir, te retrouver, et ce sera pire après. Je prends le risque, j'aurais essayé. » Houria rassemble son courage et ouvre doucement la porte. Elle passe la tête par l'entrebâillement. Personne, ni voisin, ni voiture, ni passant. Et surtout pas de bourreau. Une partie des sévices qu'elle a subis consistait à recevoir des coups de bâton sur les pieds. La jeune femme a un orteil cassé. Chaque pas est douloureux, mais chacun l'éloigne un peu plus de l'horreur. Elle descend les marches, hésitante, haletant tant de douleur que de peur. Son cœur pulse plus fort que ses pensées. Amaria la suit de près. Dans la rue, ne parvenant pas à courir, elle marche, mais vite, très très vite. Elle se souvient de l'existence d'un commissariat au Prado. C'est l'objectif qu'elle se fixe et atteint. À l'accueil, Houria demande à voir le commissaire. L'agent refuse, exigeant d'abord de connaître le motif de la visite. Après une discussion houleuse et une jeune femme qui n'en démord pas, on l'installe dans le bureau de celui qu'elle est venue voir. Houria raconte son histoire, et l'homme en face d'elle ne l'écoute que d'une oreille distraite. Avec son short sale, trop court et son attitude défiante, Houria n'a pas l'air d'une jeune femme en détresse tout juste échappée de l'enfer. On ne la prend pas au sérieux jusqu'à ce qu'elle évoque un meurtre, celui d'une jeune femme dont le corps a été abandonné dans un cabanon près d'Aix-en-Provence. Là, les yeux du commissaire se fixent sur elle, ses oreilles s'ouvrent grand, ses mains se posent à plat sur le bureau, avant que ses doigts attrapent un stylo et notent scrupuleusement les paroles de la rescapée. Pour s'assurer de sa pleine coopération, Hamida John Dubie a raconté à Houria les horreurs qu'il a fait subir à Elisabeth et comment il avait abusé d'elle avant de la torturer puis de l'achever. Avec tous les détails sordides. L'adolescente les a bien en tête et en peau, pour en avoir vécu certains. Elle les confie au commissaire. Depuis 3 semaines, la police a justement un meurtre non élucidé sur les bras. Le profil et le détail des blessures de la victime ont circulé dans tous les commissariats,
et certains n'ont jamais été communiqués à la presse. Le récit d'Ouria colle parfaitement. « Venez avec moi. »« Où ça ?»« Chez lui, on va l'arrêter. »« Ah non, je me suis échappé de là-bas, je ne veux pas y retourner, hors de question. »« Discutez pas, on y va, et vous venez avec nous. » L'homme est autoritaire, peu chaleureux. L'adolescente n'a pas le choix. Morte de peur, elle suit les policiers jusqu'à la villa. Ouria a prévenu qu'Amida était dangereux et armé. Elle a décrit les armes en question, expliqué qu'il y avait des instruments de torture un peu partout, dans les tiroirs et commodes du logement. À leur arrivée, l'appartement est vide. John Dubie n'est pas encore rentré. Les policiers entament une fouille minutieuse des pièces. De nombreux scellés sont apposés. Armes à feu, couteaux, bâtons, fil électrique, harissa, la panoplie sinistre de John Dubie. Chaque objet emballé par les policiers rappelle à Ouria les terribles moments qu'elle a passés entre ces murs qui l'oppressent. Elle ne pense plus qu'à les quitter. Mais Amida n'est toujours pas là. Soudain, un des policiers fait signe qu'il arrive. Tout le monde se cache pour le surprendre. Transi de peur, Ouria s'agrippe à un policier, blottit sa tête dans son dos et l'enserre de ses bras pour ne plus rien voir. Elle serre si fort qu'il lui demande de le relâcher pour pouvoir respirer. La porte s'ouvre brutalement, laissant place à un chaos maîtrisé. Le dispositif est rapide, méthodique, implacable. Amida John Dubie n'a pas le temps de réagir. En moins d'1 minute, il est mis ventre à terre, menotté, immobilisé. Il ne crie pas, il ne résiste pas. L'homme qui imposait la terreur est réduit à une silhouette prostrée sur le sol. Ouria, elle, reste figée, tremblante, spectatrice silencieuse de la chute de son bourreau. Pourtant, son cauchemar est loin d'être terminé. Son corps, marqué par la souffrance, passe entre les mains d'un médecin. Les brûlures, les fractures, les blessures intimes, tout est relevé, consigné, soigné. Le docteur s'affaire à guérir ce qui peut l'être, les plaies visibles, celles qui saignent, mais personne ne s'attarde sur les blessures invisibles. Celles de l'âme qui peinent le plus à cicatriser. Nous sommes vendredi en fin d'après-midi. Ouria est mineure et les services sociaux, fermés pour le week-end, ne bougeront pas avant lundi. Là, juste après ce qu'elle vient de vivre, au lieu de réconforter la jeune femme, de lui dire que tout est fini, de lui offrir un semblant de refuge ou de soutien ou de la confier à l'hôpital, les policiers prennent une décision aussi incompréhensible qu'inhumaine. Ils la placent en cellule. Pas pour l'interroger, juste pour la garder à vue. 4 nuits. 4 interminables nuits dans la prison glaciale de l'évêché. Une adolescente de 15 ans, victime de violences inouïes, enfermée derrière des barreaux. Nourrie de sandwichs secs et d'eau, quand elle ose réclamer à manger. La porte de sa cellule reste constamment fermée à clé, comme si les policiers craignaient qu'elle s'évapore, elle qui ne rêve que de disparaître, de s'échapper d'un monde devenu un piège. L'angoisse grandit à chaque bruit de clé dans la serrure, à chaque éclat de voix dans les couloirs. Enfin, sa plainte est enregistrée. Viol aggravé, séquestration, coups et blessures, menaces de mort. Une lueur d'espoir, presque imperceptible. Les mots s'accumulent, froids et techniques, mais rien ne semble refléter réellement l'enfer qu'elle a vécu. Ce placement en détention illustre l'absence totale de compréhension et d'accompagnement des victimes de violences sexuelles à cette époque. Nous sommes en novembre 1974. Un demi-siècle plus tard, il semble impensable qu'une victime puisse être traitée ainsi en France. Pas de suivi psychologique, pas de soutien émotionnel. Juste une nouvelle cage pour cette adolescente brisée. Pendant ce temps, l'arrestation d'Amida John Dubie fait les gros titres dans les journaux marseillais. Les détails s'étalent. On apprend que, ce jour-là, il avait quitté la villa pour une raison presque absurde. Déposer une demande d'aide sociale. Ironie monstrueuse d'un homme qui vivait dans le luxe, financé par la souffrance des autres. Quand je suis enfin sorti de prison, on m'a envoyé dans un foyer pour jeunes filles. Là-bas, tout le monde savait. C'était dans les journaux, partout. Ouria se souvient, la voix tremblante, de ses regards curieux, de ces dizaines de questions indiscrètes qu'on lui posait. Parfois elle répondait, parfois non. Mais il y a une chose qu'elle n'a jamais racontée, pas même à ses enfants. Elle est tombée enceinte et a dû avorter. À cette époque, en France, l'interruption volontaire de grossesse est encore illégale. Ce n'est que 2 mois plus tard, le 17 janvier 1975, que la loi Simone Veil sera adoptée. Mais pour Ouria, le temps presse. Le traumatisme, la honte, son jeune âge.
Tout cela l'a empêché de remarquer les premiers signes. Quand elle comprend qu'elle est enceinte, il est presque trop tard. 3 mois. Une question lui brûle les lèvres. Peut-elle garder ce bébé? La réponse est immédiate, viscérale, sans équivoque. Je ne porterai pas l'enfant d'un fou. Le destin, dans une ultime ironie, l'amène à l'hôpital de la Conception. C'est là qu'elle met fin à cette grossesse. Là qu'Amida Djandoubi a été sauvée après l'accident qui lui a coûté sa jambe. Là qu'il a autrefois croisé Elisabeth. La procédure est discrète, rapide, presque clandestine. Le cercle se referme dans un silence écrasant, laissant Ouria seule face à son traumatisme. Pendant sa garde à vue, Amida Djandoubi joue la carte de la coopération totale. Dos au mur, il reconnaît les faits sans détour, livrant des détails glacés sur ses crimes, sans effort apparent pour minimiser ses actes. Amaria et Annie, considérés comme complices, sont également arrêtés, placés en garde à vue, puis incarcérés aux Petites Baumettes, le quartier des femmes de la maison d'arrêt de Marseille. Pour elles, contre toute attente, cette incarcération sonne comme une délivrance. Plus tard, leur avocat Jean-Jacques Anglade racontera « Lorsque je suis allé les voir, je m'attendais à les voir détruites, au regard du dossier que j'avais étudié et des tortures épouvantables qu'elles avaient vécues. En réalité, je les ai trouvées libérées, car après l'enfer qu'elles avaient vécu, la prison, c'était le paradis. » De son côté, Djandoubi est enfermé dans une cellule des Baumettes. Il sait qu'il n'a plus d'échappatoire. Les preuves sont indiscutables, les témoignages accablants, et son propre récit termine de sceller son sort. Dans ses aveux, il raconte les événements avec une précision glaçante, comme s'il s'agissait d'un scénario froidement exécuté. J'ai demandé à Elisabeth de s'allonger sur le dos, ce qu'elle a fait sans rien dire. Je me suis alors accroupi et une des filles, je ne me rappelle plus laquelle m'éclairait, a mis le foulard autour de son cou. J'ai serré sans qu'elle se débatte. Pendant ce temps, j'ai vu sortir les 2 filles. J'ai serré pendant quelques minutes et j'ai demandé la lampe pour m'assurer qu'elle était bien morte. Je suis sorti un moment et je suis rentré à plusieurs reprises dans le cabanon pour m'assurer qu'elle était bien morte. À un moment donné, pour des raisons que je ne m'explique pas, j'ai donné un coup de pied dans le nez de la fille, mais elle n'a pas bougé. Le récit est insoutenable, mais Djandoubi semble étrangement détaché, comme si revivre ces scènes était pour lui une forme de catharsis tordue. Il collabore si bien que la justice, en quête de vérité, lui offre l'opportunité de reconstituer ses crimes. Le 8 novembre 1974, Amida mime l'après-midi funeste du 3 juillet. Une secrétaire de la préfecture de police, Nadine Pache, joue le rôle d'Elisabeth lors de la reconstitution. La scène se déroule dans un climat de tension palpable. Djandoubi reproduit chaque geste, chaque détail. Il montre comment il a utilisé les outils de torture, les pinces électriques, les bâtons, et révèle avec un calme glaçant l'endroit où il conservait la boîte d'harissa sur une étagère de la cuisine. C'est à ce moment-là qu'il évoque pour la première fois un épisode de son enfance. Sa mère, selon lui, le punissait en lui injectant de la harissa dans le rectum. C'est devenu une méthode qui m'a suivi, avoue-t-il sans honte, comme si cela suffisait à expliquer l'inhumain. Cette tentative maladroite de justification n'attire aucune compassion. Ces détails ajoutent au contraire une dimension encore plus terrifiante au personnage, un gouffre moral insondable. Après avoir reconstitué les tortures, le convoi se rend sur le lieu du meurtre, la cabane. Là encore, Djandoubi mime chaque étape. Il montre où et comment il a frappé Elisabeth sur le chemin de terre, comment elle s'est recroquevillée sous les coups avant de s'évanouir. Puis, il reproduit le moment où il a serré le foulard autour de son cou, méthodiquement, jusqu'à ce que la vie quitte son corps. Pour Nadine Pache, qui accepte de s'allonger à l'endroit exact où Elisabeth a perdu la vie, l'expérience est d'un courage inouï. Supporter la présence d'un tueur au-dessus d'elle, sentir le poids de ses gestes reproduits avec une précision effrayante, cela dépasse l'entendement. Mais grâce à cet exercice morbide, toutes les zones d'ombre du dossier sont dissipées. Seule demeure l'obscurité insondable de l'âme de l'inculpé. Cette reconstitution marque un tournant. Maître Anglade, l'avocat d'Annie et Amaria, plaident leur innocence, arguant que leur rôle a été dicté par la terreur et l'emprise de Djandoubi. Peu après, il obtient leur libération sous caution. Un premier pas vers une réhabilitation possible pour ces 2 jeunes femmes
qui doivent désormais tenter de reconstruire leur vie, loin de l'ombre de leur bourreau. Le 25 février 1977, le soleil d'hiver éclaire les marches du palais de justice d'Aix-en-Provence. Une foule compacte, mêlant badauds, curieux et journalistes, se presse devant les portes massives du bâtiment. Tous veulent une place dans l'arène. La tension est palpable. Les murmures se multiplient, alimentés par la presse locale et les journaux à sensation. Certains titres ont osé des comparaisons absurdes et racistes, qualifiant le monstre Hamida Djandoubi de nouvel Hitler. Ce procès, déjà hautement médiatisé, est devenu un spectacle public où la justice et l'opinion se croisent dans un fracas d'émotions et de jugements hâtifs. L'accusé, âgé de 27 ans, arrive menotté. Il arbore une élégante veste marron et un pull en laine grise, un contraste troublant avec l'horreur de ses actes. Djandoubi garde une attitude calme, presque détachée, alors qu'il est conduit dans la salle d'audience sous les regards des scrutateurs. Mais une surprise attend la cour. Celui qui avait tout avoué pendant l'instruction adopte un comportement radicalement différent au procès. Interrogé sur les détails de ses crimes, il esquive, joue la carte de l'amnésie. « Ma jambe me faisait trop souffrir, je prenais de la drogue, je buvais. J'étais ivre ce jour-là. Non, vraiment, je ne me souviens pas. » répète-t-il d'un ton mécanique. Cette volte-face déconcerte même son défenseur, Maître Goudaro. Pourtant, les témoins, eux, n'oublient rien. Amaria et Annie, les jeunes filles considérées comme ses complices, confirment leurs déclarations initiales. Leur comparution, prévue le lendemain à huis clos, mettra également en lumière l'emprise psychologique et la terreur qu'elles ont subie. Ouria, âgée de 17 ans au moment du procès, est appelée à la barre. Lorsqu'elle parcourt l'allée menant au prétoire, ses jambes vacillent sous le poids de l'anxiété. Chaque pas semble la rapprocher d'un gouffre. La salle d'audience est bondée et tous les regards sont braqués sur elle. Elle comprend soudain que son histoire, ses blessures et ses humiliations les plus intimes vont être exposées devant une foule de visages étrangers et scrutateurs. L'épreuve se révèle plus grossière encore qu'elle ne l'avait imaginé. Le juge, loin d'être bienveillant, adopte un ton froid et direct. « Parlez plus fort, mademoiselle », lui lance-t-il sèchement à plusieurs reprises. Tremblante, hésitante, Ouria peine à mettre des mots sur l'indicible. Chaque question la force à rattraper des souvenirs qu'elle aurait préféré laisser filer. Elle se sent à nouveau vulnérable, comme lorsqu'elle était seule face à Djandoubi, qu'elle n'ose pas regarder, veillant à ne surtout pas jeter un seul regard dans sa direction. Le témoignage de la jeune femme est suivi par l'intervention des psychiatres. Les experts livrent un portrait terrifiant de l'accusé. Un pervers constitutionnel, cruel par nature, bien au-delà des limites de son activité sexuelle, conclut-il à l'unanimité. L'un des rapports souligne qu'il est doté d'une intelligence supérieure à la moyenne, mais qu'il constitue un colossal danger social. Dans son dossier psychiatrique, conservé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Djandoubi est décrit comme un authentique bourreau qui se complaît dans la souffrance des autres. Mais les avis divergent sur sa réadaptabilité. Certains le jugent inaccessible à toute forme de thérapie. D'autres soutiennent qu'un traitement pourrait être envisagé, bien que peu probable. Cette dualité alimente un débat déjà passionné parmi les avocats des parties civiles. Eliane Perrasso, Marc Gréco, Michel Raffi et José Bresciani défendent la famille d'Elisabeth Bousquet, Ouria et le comité de défense contre la traite des femmes et des enfants. Dans son réquisitoire, l'avocat général Yves Chauvy décrit un homme voué au mal avec une âme démoniaque tout orientée vers la souffrance. Il réclame sa tête, ce qui s'entendait à l'époque au sens propre. Chauvy brosse de l'accusé le portrait d'un être de sang qui s'est livré aux plus infâmes tortures. Alors que Djandoubi risque la mort, les associations se mobilisent, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer l'abolition d'une peine barbare et inutile qui déshonore le pays. De leur côté, les défenseurs de Djandoubi, menés par Émile Polac, le ténor du barreau de l'époque, tentèrent désespérément d'éviter la peine capitale. Il fouille dans son passé, évoquant l'accident qui l'a laissé amputé d'une jambe, tentant de peindre le portrait d'un homme brisé par la vie. Mais leur tâche est ardue, et les maladresses de Maître Goudaro n'aident pas. On lui a coupé la jambe, on ne va pas en plus lui couper la tête, ose-t-il dans une plaidoirie qui ne suscite que des regards incrédules. Cet argument bancal transmet définitivement l'impression d'un homme mal défendu face à une justice implacable.
13 questions sont posées au jury avant qu'ils ne partent délibérer. Les 12 premières concernent les faits, le meurtre, les tortures, les viols, la préméditation. La réponse à chacune d'elles est un oui, unanime. La troisième question, cruciale, porte sur l'existence d'éventuelles circonstances atténuantes. Le jury répond non. Après seulement 1 heure de délibération, Hamida Djandoubi est condamné à mort pour assassinat après torture et barbarie, viol et violence avec préméditation. Lorsque la phrase est prononcée, des applaudissements éclatent dans la salle. Le frère du condamné, présent pour le soutenir, s'évanouit sur les bancs du tribunal, submergé par l'émotion. Annie et Amaria, jugées pour complicité, sont acquittées dans l'après-midi. Libérées de toute accusation, elles quittent la cour d'assises avec un mélange de soulagement et de poids sur les épaules. Le lendemain, de longs articles sont publiés dans Le Provençal, Le Figaro et Le Monde. Le verdict a fait de l'affaire Djandoubi un sujet d'actualité nationale. Sur les violences faites aux femmes d'abord. Une lettre de protestation signée par 3 femmes récusées du jury souligne la nécessité d'une meilleure représentation féminine dans les procès pour violences sexuelles. La décision de mise à mort relance également le débat sur l'abolition de la peine de mort en France, déjà au cœur de l'actualité. Les articles abondent dans la presse nationale, dépeignant une société divisée entre soif de justice et rejet de la barbarie judiciaire. Pour Djandoubi, l'échafaud semble désormais inéluctable. Malgré les efforts désespérés de ses avocats, Maître Vaquet et Delvolvé, la défense d'Hamida Djandoubi ne parvient pas à convaincre. Il tente de dessiner le portrait d'un garçon doux, docile, travailleur et honnête, profondément transformé après l'accident qui l'a laissé amputé. Ils insistent sur le lien entre cette tragédie et son basculement vers l'agressivité, l'instabilité et l'impulsivité. Mais leurs arguments se heurtent à un mur. Le 9 juin 1977, la chambre criminelle de la Cour de cassation, présidée par Pierre Mongin, rejette le pourvoi formé par Djandoubi. L'arrêt rendu par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône est confirmé. La dernière lueur d'espoir réside dans une grâce présidentielle. Patrick Arnaud, jeune avocat de 31 ans, accompagne alors Émile Polac. Mais l'audience face au président Valéry Giscard d'Estaing est brève, presque expéditive. Giscard avait à peine écouté Polac, De Gaulle, lui, écoutait, dit amèrement Arnaud. La grâce est refusée. Le président justifie sa décision en affirmant vouloir laisser la justice suivre son cours. À cette époque, cette même justice a laissé repartir Ouria, Annie et Amaria dans leur vie détruite, sans rien d'autre que ce jugement, sans leur proposer d'indemnisation, sans aucun suivi psychologique. Quelques années plus tard, Ouria rencontre un homme, un toxicomane, qui devient le père de ses enfants. Leur relation, empreinte de difficultés, dure 10 ans. À la mort de cet homme, Ouria n'a que 32 ans. Elle décide de repartir de zéro. Elle parvient à offrir à ses enfants une vie où le passé est relégué à l'oubli. Ils ignorent tout de ses souffrances, de ce procès qui a marqué l'histoire. Annie et Amaria, quant à elles, sombrent dans l'oubli collectif. Les stigmates de leur implication forcée dans cette affaire les accompagnent, mais personne ne s'en soucie. Elles disparaissent des radars, comme si la société préférait effacer leur existence pour éviter de se confronter à leur douleur. Le 9 septembre 1977, tension et indifférence semblent se mêler à la prison des Baumettes, à Marseille. Ce matin-là, le procureur de la République adresse une lettre officielle aux avocats d'Hamida Djandoubi, leur enjoignant d'assister leurs clients dans ces dernières heures. L'exécution, prévue pour l'aube, clôt un procès rapide et, pour certains, insupportable. Pour Maître Arnaud, les souvenirs de cette nuit resteront gravés à jamais. La veille, Polac m'avait confié. Le procureur risque de vous appeler pendant mon absence. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai reçu cet appel au cabinet. C'est pour demain matin, 4h15. Avec son mentor Émile Polac et maître Jean Goudaro, Patrick Arnoux se rend à la prison des Baumettes, traversant une nuit lourde d'attente et de tension. Plus ils approchent, plus l'ambiance devient oppressante. À leur arrivée, une scène l'ébranle profondément. La prison est encerclée de CRS, comme pour prévenir une improbable évasion. Il confie. C'était sinistre, tout le monde se fichait de Djandoubi.
mais l'atmosphère était celle d'une forteresse prête à faire face à une rébellion. Dans les dernières heures de sa vie, John Dubie, âgé de 27 ans, incarne à la fois le dernier vestige d'une pratique judiciaire barbare et la complexité de la justice de son époque. Pour les témoins présents, sa mort prochaine soulève des interrogations profondes. Le même jour, à quelques kilomètres de là, Monique Mabelli, doyenne des juges d'instruction, reçoit elle aussi un appel. Dans la loi française, un magistrat doit être présent lors de l'exécution pour rendre compte des dernières paroles du condamné s'il souhaite s'exprimer. De coutume, c'est le juge d'instruction chargé de l'affaire qui est mandaté. Celui de John Dubie étant indisponible, c'est à elle qu'il revient d'assister à l'exécution. Une tâche qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir à assumer dans sa carrière. Le 10 septembre 1977, à l'aube, elle se présente donc au Baumette. Dès son arrivée, elle ressent l'absurdité du dispositif. Elle décrit la cour centrale, le silence pesant et les préparatifs macabres. Ce qu'elle ignore encore, c'est que cette expérience laissera une trace indélébile, aussi bien dans sa mémoire que dans l'histoire. À son retour chez elle, quelques heures plus tard, elle rédige un témoignage bouleversant, 9 pages manuscrites sobres et incisives, dans lesquelles elle raconte les ultimes instants de l'homme qu'elle a vu mourir. À la différence d'autres pays, afin de préserver jusqu'au bout l'espoir de la grâce et d'éviter toute tentative désespérée de résistance, les condamnés à mort français n'étaient pas prévenus du moment de leur exécution, coutume mêlant pragmatisme et ambiguïté morale. Cette précaution explique que sur le chemin du cortège jusqu'à la cellule du condamné, des couvertures brunes sont étalées sur le sol pour étouffer le bruit des pas. Sur le parcours, à 3 endroits, une table portant une cuvette pleine d'eau et une serviette éponge. Malgré la trentaine de personnes sur place, il n'y a pas un bruit. Il est 4h15, la porte de sa cellule s'ouvre. John Dubie sommeillait, mais ne dormait pas. Les gardiens entrent et le préparent. Une opération longue et laborieuse, car il faut fixer sa jambe artificielle, une tâche presque absurde en vue de son exécution imminente, mais qui préserve sa dignité jusqu'au bout. Un homme a le droit de mourir debout. Monique Mabelli note le silence pesant qui règne, comme si ce mutisme partagé allégeait, en quelque sorte, la gravité du moment. Le cortège progresse dans le couloir, les couvertures à terre sont mal placées et ne suffisent pas à masquer le bruit des pas. Hamida John Dubie est assis sur une chaise, les mains menottées derrière le dos. On lui offre une cigarette, qu'il fume calmement. Le bourreau, impassible, se tient en retrait, une cordelette à la main. John Dubie se plaint que ses menottes sont trop serrées. On les lui retire alors, et le bourreau lâche une phrase glaçante. « Vous voyez, vous êtes libre. » Monique Mabelli frissonne. John Dubie demande une seconde cigarette. C'est à ce moment, écrit Monique Mabelli, que je vois qu'il commence vraiment à réaliser que c'est fini, qu'il ne peut plus y échapper, que c'est là, que sa vie, que les instants qui lui restent à vivre dureront tant que durera cette cigarette. Tout le monde sait que l'échéance approche. Les secondes s'égrènent. Le condamné s'inquiète auprès du directeur du sort réservé à ses effets personnels. Mais voilà que les dernières cendres de la dernière cigarette tombent au sol. Il est 4h30. Monique Mabelli décrit la suite. Un gardien, jeune et amical, s'approche avec une bouteille de rhum et un verre. John Dubie le déguste lentement. Maintenant, il a compris que sa vie s'arrêterait quand il aurait fini de boire. Il s'adresse à ses avocats dans un murmure, donne un papier à Maître Pollack en lui demandant de le détruire, ce qu'il fait. Monique Mabelli livre alors son ressenti intime. C'est à ce moment que les sentiments commencent à s'entremêler. Cet homme va mourir, il est lucide, il sait qu'il ne peut rien faire d'autre que de retarder la fin de quelques minutes. Et ça devient presque comme un caprice d'enfant qui use de tous les moyens pour retarder l'heure d'aller au lit. Un enfant qui sait qu'on aura quelque complaisance pour lui et qui en use. Puis, il demande une nouvelle cigarette, cette fois une gauloise ou une gitane, car il n'apprécie pas celle qu'on lui a donnée. Mais cette fois, l'avocat général refuse, et le bourreau s'impatiente. On a déjà été très bienveillant avec lui, maintenant il faut en finir. À 4h35, les derniers gestes s'enchaînent. Les mains du condamné sont attachées dans son dos avec la cordelette.
L'un des aides du bourreau découpe le col de sa chemise avec des ciseaux, élargissant l'échancrure pour permettre le passage de la lame. Le cortège avance une dernière fois, révélant la guillotine dans la pénombre de la cour. John Dubie est conduit devant l'imposante machine, son corps presque jeté à plat ventre. Monique Mabelli, incapable de supporter la suite, détourne le regard, comme beaucoup d'autres. Puis, un bruit aigre retentit. Lorsqu'elle se retourne, le corps gît dans un panier d'osier. Un gardien prend un tuyau pour nettoyer la scène. Tout doit disparaître, vite, comme si cet acte devait être effacé de l'histoire. Mais le sang a taché les mémoires de ceux qui y ont assisté. Rien ne s'effacera. Ce qui nous a le plus marqué, c'est le sentiment de honte, de répulsion qu'on avait tous. À vous, Maître Arnoux. Maître Pollack évoquera une scène d'abattoir où un homme tient la place de l'animal. Un cérémonial odieux, un crime contre l'humanité. John Dubie, dernier condamné exécuté, incarnera à jamais la fin d'un chapitre sombre de l'histoire judiciaire française. Après son exécution, 15 autres condamnés à mort attendaient encore leur tour dans les prisons de France. Robert Badinter obtient l'abolition de la peine de mort le 9 octobre 1981. Leurs peines seront commues en prison à perpétuité. En avril 1986, la France signe le protocole numéro 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, établissant l'interdiction formelle de la peine de mort. Ce principe sera gravé dans la Constitution en février 2007, sous l'impulsion du président Jacques Chirac. Une avancée qui n'avait alors rencontré que 26 voix opposées sur 854 lors du congrès parlementaire à Versailles. Le manuscrit de Monique Mabelli est resté dans l'ombre de son tiroir jusqu'à son décès en 2012. Son fils, Rémi Ottaviano, le remet l'année suivante à Robert Badinter, qui fait aussitôt publier ce précieux témoignage par Le Monde, avec l'accord de la famille Mabelli. En 2016, à l'occasion du 35e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, l'ancien garde des Sceaux a remis l'original de ce document historique à l'École nationale de la magistrature, pour l'enseignement des jeunes générations. Cette histoire mêle avec intensité la brutalité des crimes commis par Hamida John Dubie, la douleur d'Ouria, d'Elisabeth, d'Annie et d'Amaria, un rappel poignant des violences infligées aux victimes, marquées à jamais dans un système qui ne savait ni les accueillir, ni les protéger. À travers elles, c'est une époque qui s'expose, brutale, insensible, où les survivants d'horreurs indicibles devaient affronter non seulement leurs bourreaux, mais aussi l'indifférence des institutions censées les secourir. Si la société a fait des progrès immenses en matière de droits des femmes, de soutien psychologique et de reconnaissance des violences, elle rappelle qu'il reste encore à faire. Ce témoignage collectif reste une leçon nécessaire sur la justice, la mémoire et les limites de la rédemption face à l'irréparable. Crime, histoire vraie est un podcast produit par Minuit et narré par Florent Houlier. Cet épisode a été écrit par NJ Création. Retrouvez les podcasts Minuit sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour un accès exclusif à notre contenu en intégralité et sans publicité, abonnez-vous à notre offre premium Minuit Plus en suivant le lien dans la description. Merci pour votre fidélité et à bientôt.